Je vous propose de débuter ce webinaire. Je pense que la plupart des gens vont nous rejoindre s'il faut au fil de l'eau. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux collectivités territoriales et à la rénovation et à la transition énergétique des bâtiments. Vous avez été nombreux à vous inscrire et on vous en remercie. Ce matin, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Élise Riffaut, qui est responsable énergie au département de la Charente, et Rémi Tournier, qui est ingénieur en efficacité énergétique chez Adviseo. On prendra le temps, si on peut, à la fin de chaque séquence, et dans tous les cas, à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un onglet dédié, voilà, Q&R, qui vous permet de poser les questions. Et donc, on ira voir régulièrement les questions que vous nous posez pour pouvoir y répondre. Alors, pour passer rapidement sur le sommaire, l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir sur le contexte, et notamment le contexte réglementaire et sanitaire. On va parler de la collecte et de l'analyse des données énergétiques, de la mise en œuvre d'un plan d'action, et on évoquera les aides financières disponibles dans le cadre du plan de relance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques minutes pour se présenter. Donc, je vais commencer par présenter Adviseo, donc qui est une société de 55 personnes, fondée fin 2014 et qui est une filiale du groupe CETEC issue d'une démarche d'intrapreneuriat. Donc, Adviseo, le groupe CETEC, peut-être que vous le connaissez, puisque c'est un groupe qui est reconnu pour son ingénierie d'excellence, qui a travaillé et qui travaille toujours sur des projets d'envergure, comme le viaduc de Millau, la fondation Louis Vuitton ou encore la rénovation de Notre-Dame de Paris. Chez Adviseo, nous, notre mission, notre objectif, c'est de faire des économies aux collectivités et aux entreprises à travers un dispositif complet qui comprend la collecte des données, l'analyse de ces données et la centralisation sur une plateforme logicielle, et l'accompagnement et le conseil par des ingénieurs en performance énergétique, en efficacité énergétique, comme est avec nous Rémi aujourd'hui. Il faut savoir donc que plus de la moitié des collaborateurs chez Adviseo sont des ingénieurs ou des techniciens en efficacité énergétique. Aujourd'hui, on a un peu plus de 140 clients, dont près d'un tiers de collectivités territoriales, et à tous les échelons, donc communes, intercommunalités, départements et régions, qui nous permet d'avoir une bonne expérience des patrimoines immobiliers importants et aussi de la diversité des bâtiments que vous gérez au sein de vos collectivités. Voilà pour Adviseo. Je vais laisser maintenant Élise présenter le département de la Charente. Bonjour, bienvenue à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc moi, je suis responsable énergie pour le département de la Charente. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous permettre de situer la collectivité et de vous situer par rapport à notre collectivité. Donc la Charente, c'est un territoire rural d'environ 6000 m² de superficie, avec aujourd'hui à peu près 354 000 habitants. Le patrimoine de la collectivité compte environ 150 sites. Alors, je vais plutôt parler de sites dans cette présentation parce que pour nous, un collège, il y a plusieurs bâtiments et ça reste un site. Donc, les sites, c'est très variable, c'est de taille toute petite avec des agences ou des maisons des solidarités qui peuvent faire juste 1 ou 2 bureaux et quelques mètres carrés jusqu'à un gros collège. Donc, c'est un patrimoine assez varié. 150 sites pour 300 000 m² de bâtiments. Il faut savoir que les 2 tiers de cette surface, à peu près, c'est les 38 collèges du département. Donc, ça reste notre principale source de consommation énergétique. La collectivité comptait fin 2019 1625 agents permanents. Et d'un point de vue organisation, le patrimoine est géré par la direction du patrimoine foncier, qui est constituée de 28 agents, plus une petite équipe d'ouvriers qui interviennent en régie dans les collèges, donc pour des petits travaux. Et sachant que dans cette direction du patrimoine foncier, il y a une cellule énergie de 2,5 personnes, dont je fais partie, qui est constituée donc d'un ingénieur, de moi-même, d'un technicien et d'un apprenti ingénieur, qui est là à mi-temps, donc depuis 2 ans.
Donc, on est aujourd'hui 2,5 pour gérer toutes les questions énergétiques liées au patrimoine du département. Voilà. Après, j'interviendrai ponctuellement durant la présentation pour vous parler de l'expérience du département et de notre stratégie, notre organisation pour améliorer la performance énergétique de ce patrimoine. Charlotte, je te rends la main. Merci Élise. Hop. Donc, pour contextualiser ce webinaire, on va revenir sur le contexte réglementaire et sanitaire qui impacte la gestion énergétique des bâtiments aujourd'hui. Donc, on a un nouveau cadre réglementaire avec le décret tertiaire, qui est aussi appelé dispositif éco-énergie tertiaire, et qui impose dès cette année le reporting annuel de vos consommations sur la plateforme Opérate. Et l'objectif final, c'est de faire des économies d'énergie significatives, puisqu'il est attendu 60% d'économies d'énergie d'ici 2050. On a une opportunité en face avec le plan de relance national qui prévoit une enveloppe de 4 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, dont ceux des collectivités territoriales. Et enfin, on a la situation sanitaire inédite et qui dure depuis plus d'1 an et qui aura un impact potentiellement durable sur l'exploitation de vos bâtiments et de vos équipements. Ce nouveau cadre et ces nouvelles règles, voilà, ça complexifie un petit peu toutes ces questions de gestion énergétique, mais ça peut vous donner aussi plus de poids et de légitimité pour mettre en place des actions au sein de vos organisations qui permettront de répondre à ces nouveaux enjeux. On va s'arrêter et faire un petit zoom sur le contexte sanitaire de 2020, mais qui poursuit en 2021, puisque voilà, ce contexte a rendu difficile la gestion énergétique des bâtiments l'année dernière, avec la fermeture, la réouverture des bâtiments et des équipements, donc ce qui a entraîné des variations de consommation sur les questions d'économie d'énergie, de suivi des recommandations sanitaires a pu et peut toujours avoir un impact sur vos consommations, et le calcul des économies d'énergie, du coup, est plus complexe. On va dire que 2020, c'est une année qui est un petit peu tronquée en termes de données énergétiques, et c'est pour cela qu'elle ne pourra pas être choisie comme année de référence dans le décret tertiaire. Donc voilà, vous pourrez choisir une année entre 2010 et 2019, mais vous ne pourrez pas sélectionner 2020 comme année de référence. On a également observé que les bâtiments étaient rarement conçus pour adapter les consommations au taux d'occupation, et que donc, même si vos bâtiments étaient sous-occupés, voire fermés, voilà, les économies d'énergie n'ont pas été si évidentes que ça et si importantes que ça. Je vais laisser Élise parler un petit peu du contexte concret de ce contexte sanitaire au département. Oui, cette année 2020 qui a été quand même assez particulière hein, pour les collectivités. Moi, j'en retiens 3 principaux éléments. Déjà, l'impact sanitaire direct, bien sûr. Ça a été un test grandeur réelle de la réactivité des collectivités, avec un confinement qui était décidé quasiment au jour le jour pour des toutes petites périodes, pour 15 jours. Donc, il a fallu rapidement adapter la gestion technique des bâtiments, notamment la ventilation et le chauffage. Est-ce qu'on coupe le chauffage dans le collège, sachant que nous, étant donné l'étendue de notre patrimoine et l'étalement des bâtiments, il nous faut une quinzaine de jours pour couper l'ensemble des bâtiments et autant pour les rallumer. Si on coupe pendant la première période de confinement et qu'on décide de rouvrir les bâtiments juste après, il faut tout réouvrir, on perd du temps, c'est compliqué. D'autant que les exploitants n'étaient pas forcément disponibles. Ils ont été un peu débordés, comme tout le monde, hein. Il a fallu réagir sur tous les fronts en même temps. Donc, une période assez difficile sur savoir qu'est-ce qu'on fait dans nos bâtiments. Il a fallu surveiller et appliquer les recommandations diverses du Haut Conseil de la Santé publique, de l'ARS, de l'INRS. Personnellement, j'ai trouvé les recommandations du REVA très utiles. Le REVA, c'est la Fédération des associations européennes de chauffage, ventilation, climatisation, dont fait partie l'AICVF en France. Et ils ont très vite édité des recommandations détaillées en fonction des différents types d'équipements. Simple flux, double flux, avec ou sans recyclage, en fonction du type de récupération d'énergie sur les CTA. Donc ça, c'était des recommandations concrètes, faciles à mettre en application.
En parallèle, il a fallu répondre aux inquiétudes et aux attentes des différentes personnes, les usagers, les agents, les élus, qui avaient des questions sanitaires, bien sûr, pour leur santé. Est-ce qu'on peut venir au bureau? Comment est-ce que j'allume mon chauffage le matin? Comment gérer ma santé au travail? Et puis des impacts financiers. Alors, les collèges se sont rapidement inquiétés de l'augmentation de leurs dépenses d'entretien, avec tout l'ouverture des fenêtres, avec tous les produits de nettoyage qu'il a fallu mettre en place, l'augmentation de l'entretien. Voilà, donc, ça a causé, bien sûr, des hausses de dépenses. Et en parallèle, justement, pour compenser ces hausses budgétaires, on nous a très vite demandé quelles sont les économies réalisées sur les factures de chauffage. Donc, dès la mi-mai, on nous a demandé une estimation des économies d'énergie. Alors là, moi, j'ai regretté de ne pas avoir tout de suite d'outils de centralisation des données énergétiques. Mi-mai, c'est ce que je vous ai mis dans le petit encart. Là, j'ai fait une estimation grossière des économies. Alors, on avait déjà les premiers relevés d'électricité pour les relevés mensuels. Donc, on a pu estimer à peu près à 9% les économies d'électricité dans les collèges. Pour les autres bâtiments, c'était beaucoup plus compliqué à dire parce que effectivement, les agents continuaient à venir travailler. On n'avait pas de comptage exact du nombre de présents, d'absents, donc plus difficile à évaluer. Pour le gaz, effectivement, le chauffage a été coupé dans les collèges assez rapidement. Donc, on a estimé à une petite dizaine de pourcents d'économie de chauffage dans les collèges. Mais pareil, les bâtiments, on n'a pas pu couper parce qu'il y avait toujours une partie du personnel qui était présent. Alors ça, c'était des économies estimées à la louche mi-mai. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner les chiffres réels, on devrait les avoir bientôt. On est en train de finaliser, nous, la mise en place des données énergétiques dans la plateforme Adviseo. Donc, je pense que nous aurons bientôt les résultats. Dernière question, c'est quels vont être les impacts de cette crise sanitaire à plus long terme? Parce que effectivement, ça va modifier un peu notre façon d'envisager les projets à l'avenir. Est-ce qu'il faut plutôt des bureaux individuels que des bureaux partagés? Le développement du télétravail, qui, on le sent bien, va rester un petit peu, comment le prendre en compte dans notre conception des équipements? D'un point de vue plus technique, aujourd'hui, on est toujours en mode dégradé sur certains équipements. Hein. On a des CTA qui fonctionnent toujours en tout air neuf, alors qu'elles étaient prévues pour avoir une partie importante de recyclage. Donc, ça a des impacts non négligeables sur notre consommation énergétique. Le matériel n'est pas prévu pour fonctionner comme ça. Comment est-ce qu'on va envisager nos bâtiments à l'avenir? Est-ce qu'on va continuer à mettre ce type de matériel? Est-ce qu'on va plutôt s'orienter sur des équipements un petit peu différents? Voilà. C'est un risque que nous prenons en compte maintenant dans la conception de nos systèmes. On va également prendre en compte cette crise Covid là, dans les futurs marchés de maintenance. Hein. On va ajouter par exemple des prestations de nettoyage des bouches de VMC et des bouches d'entrée d'air dans les menuiseries. Ça, c'était quelque chose qui était rarement fait. Bon, on s'est rendu compte voilà, que ça inquiète les gens, c'est normal, c'est nécessaire de le faire. Peut-être qu'il faut qu'on revoie un petit peu nos différents moyens d'exploitation des bâtiments. Et puis, dernière question, est-ce que, donc voilà, nous, il nous faut une quinzaine de jours, je vous l'ai dit, pour couper ou allumer le chauffage dans l'ensemble du parc. Est-ce qu'il faut envisager de mettre un moyen de pilotage des équipements à distance sur tous nos bâtiments pour gagner en réactivité? C'est une question aujourd'hui, c'est coûteux, mais peut-être que si ce genre d'épisode se répète, ça peut nous faire vraiment améliorer la performance énergétique du parc. Deuxième gros point, c'est l'effet positif de la crise, si je puis dire, hein, pour les énergéticiens comme nous, c'est le plan de relance. Alors, dès l'été, nos élus ont annoncé la volonté d'investir massivement dans la performance énergétique du parc. Sur un budget global, Charente Avenir, donc le plan de relance du département, qui était estimé à 100 millions d'euros à l'époque, ils ont tout de suite fléché 35 millions pour la performance énergétique. Sachant que sur la période précédente, 2016-2021, donc sur 6 ans, notre budget était de 2,4 millions. Ça fait quand même une belle augmentation. La grosse difficulté, du coup, c'est de trouver au pied levé comment utiliser intelligemment ces 35 millions d'euros. Sachant que les dépenses devaient intervenir principalement en 2021-2022. C'est très, très court. Dans le cadre du plan de relance, il y a eu 3 contrats de mission de 3 ans qui ont été créés, dont un pour la CEU Énergie. Le problème, c'est que cette personne va arriver uniquement à partir du mois de juillet, normalement, si tout va bien. Donc, on a toujours un problème qu'on va revoir par la suite. Hein, c'est un problème récurrent d'adéquation des calendriers. Il faut jongler entre le calendrier politique, budgétaire et opérationnel. On a souvent des opérations qui sont longues,
des calendriers politiques et des annonces qui sont très rapides et des calendriers budgétaires annuels qui ne collent pas forcément avec ces deux problématiques. Puis le dernier petit pied de nez de fin 2020, c'est la vague de froid précoce. Donc d'habitude, dans les collèges, nous, on allume le chauffage aux vacances d'automne. Et là, dès septembre, tout début octobre, il a fait assez froid, même en Charente, et il a fallu rallumer très rapidement le chauffage partout. Donc on a dû chauffer une quinzaine, 2 ou 3 semaines de plus que d'habitude. Sachant que dans les collèges, comme il y a la période de vacances là, où les équipements étaient en place, ça a certainement eu un impact sur nos consommations énergétiques. Donc, on n'a pas encore le bilan 2020, mais... Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a des questions en parallèle. Je ne sais pas si quelqu'un les lit. Avant de passer à la slide suivante, je vois que les 35 millions d'euros, justement, c'est sur 2 ans. Le plan de relance est annoncé pour 21-22. Alors, concrètement, on sait très bien que des projets de cette ampleur-là ne sont pas réalisés et on n'aura pas dépensé l'entièreté de ces 35 millions d'euros en 2 ans, bien sûr. Mais l'objectif, c'est quand même de lancer des programmes et des projets ambitieux avec des travaux très rapides. On verra après comment, avec quelques pistes pour permettre d'accélérer la transition. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui méritent une réponse tout de suite? Passer les CTA en tout air neuf, tout à fait. Et pour nous, on est toujours sous ce mode de fonctionnement. Donc, alors, on n'en a pas beaucoup des CTA qui fonctionnent avec recyclage, mais on a notamment les grosses salles de réunion, l'hémicycle. Donc, quelques locaux comme ça qui sont passés aujourd'hui en tout air neuf et on a eu des soucis de réglage des installations parce qu'effectivement, ces équipements ne sont pas prévus pour fonctionner comme ça. Heureusement, nos chaufferies sont assez puissantes pour assurer le chauffage. Quand même, on a pu fonctionner sans problème, que ce soit au printemps ou là tout l'hiver. Mais oui, ça a un impact sur les consommations. Bon, je vous laisse continuer. Je vais lire les questions, j'y répondrai ultérieurement si besoin. Merci. On va revenir donc sur le décret tertiaire, donc avec donc l'objectif d'atteindre 60% d'économie d'énergie d'ici 2050, un palier en 2030 à moins 40% et un palier en 2040 à moins 50%. Pour calculer ces économies, vous avez 2 méthodes possibles. La méthode qu'on dit relative, donc qui consiste à sélectionner une année de consommation énergétique de référence pour vos bâtiments sur 12 mois glissants, et donc entre 2010 et 2019, puisqu'on l'a vu, l'année 2020 ne peut pas être sélectionnée. La notion des 12 mois glissants, elle est importante, puisque en fait, vous n'avez pas seulement 9 possibilités, mais vous en avez plus d'une centaine, et ça pour chaque bâtiment. Ensuite, on a la deuxième méthode, qui est la méthode absolue, où donc là, vous allez utiliser des seuils de consommation d'énergie finale à atteindre, donc qui sont fixés en valeur absolue, et en fonction de catégories de bâtiments. Ces seuils ils sont déterminés dans le cadre d'arrêtés, et le premier arrêté a été publié mi-janvier. Il vous concerne directement puisqu'il fixe les seuils des bâtiments de bureaux, de services publics, d'enseignement et de logistique. Donc voilà, vous pouvez dès aujourd'hui, vous l'avez certainement fait, mais allez voir ces seuils si vous réfléchissez à la valeur absolue. Cette deuxième méthode, elle va notamment être utile pour des bâtiments qui ont été construits récemment et pour lesquels ce sera très difficile, voire impossible d'atteindre les 40% d'économie d'énergie en 2030. En ce qui concerne le calendrier, donc c'est un calendrier ajourné du décret tertiaire, on va s'arrêter sur les deux dates qui arrivent, dont la première approche, puisque en septembre de cette année, en septembre 2021, vous allez devoir déclarer vos consommations annuelles de l'année 2020 sur la plateforme Opérate. Alors oui, l'année 2020 ne peut pas être sélectionnée comme année de référence, mais ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas la déclarer. On a eu beaucoup de questions à ce sujet au moment où il y a eu ce changement. L'année 2020, il faut bien la déclarer cette année sur la plateforme Opérate. Et donc, on peut dire que ça va être un peu une répétition générale pour tout le monde d'entrer ses consommations dans la plateforme. Voilà. Et la deuxième date aussi qui est à court terme et à retenir, c'est celle de septembre 2022, puisque c'est à ce moment-là que vous devrez déclarer votre année de référence, donc par bâtiment et en fonction de la méthode que vous aurez choisie. Et il faut que du coup, d'ici là, vous ayez pu analyser vos données et réfléchir à cette stratégie, à savoir voilà, quel choix vous faites dans cette méthode de calcul pour vos bâtiments.
Je vais maintenant laisser la parole à Rémi, qui va vous parler notamment de la collecte des données et de l'importance de la connaissance de son patrimoine immobilier. Alors, bonjour à tous déjà. Je suis Rémi Tournier, donc je suis ingénieur efficacité énergétique chez Adviso depuis un peu plus de 2 ans. Et je bosse pour la moitié de mon temps sur des patrimoines collectivités. Donc pour cette deuxième partie, on va s'intéresser à la connaissance de son patrimoine ainsi qu'à la collecte des données en particulier. Donc la base de toute récupération de données énergétiques va passer par une maîtrise de son périmètre, c'est qui est un paramètre essentiel. Donc ça passe par 2 grandes phases. La première, c'est la connaissance de son patrimoine. Donc c'est pas toujours la phase la plus évidente, mais il faut absolument correctement fiabiliser ces données via des fichiers ou une application pour connaître l'ensemble des caractéristiques de son patrimoine bâti. Donc ça comprend le nombre de sites, le nombre de mètres carrés, les locataires par lot. Très important, surtout s'il y a de la refacturation à faire, et le type d'usage par bâtiment. Dans une deuxième partie, ça sera plutôt la vision énergétique de son patrimoine qui va être important. Donc c'est connaître le nombre de PDL par bâtiment, le type d'énergie qui sera relié, le fournisseur, le type de contrat, aussi essentiel principalement pour l'électricité, le type de compteur, quel est son moyen de communication, s'il existe, est-ce qu'il est communicant ou pas auprès du distributeur, et est-ce qu'on va pouvoir par la suite récupérer ou pas sa donnée. Donc, on va avoir ainsi une bonne vision de son parc et son périmètre, une fois qu'on aura fiabilisé ces deux points essentiels, mais on n'aura pour le moment pas commencé à récupérer la donnée énergétique. Mais pour être franc, cette étape, si elle n'est pas réalisée correctement, on va traîner comme un boulet toute la donnée manquante sur son patrimoine et sur les sites qui auront été mal identifiés. Donc c'est vraiment très important de bien fiabiliser et de prendre le temps de faire cette étape. Je laisse Élise en parler un peu plus sur la connaissance du patrimoine pour le département de la Charente. Oui, excusez-moi que j'active le son. Effectivement, la connaissance du patrimoine, c'est la première étape indispensable que personne ne pourra réaliser à votre place. Donc, la première, bien sûr, c'est de disposer d'une liste exhaustive de ces sites. Alors, ça peut paraître évident comme ça, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi facile. L'information existe dans la collectivité, mais elle est souvent assez diffuse. C'est probablement plus facile pour les territoires concentrés que pour un département, par exemple. Mais chez nous, les sites sont assez dispersés. Moi, ça fait 3 ans que je suis au département. Je ne les ai pas tous visités, loin de là. Donc, je les connais surtout sur le papier. Et comme ça évolue assez rapidement avec des ventes, des achats, des locations, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de tableaux Excel à droite, à gauche sur le serveur avec des listes qui ne sont pas toutes d'actualité. Donc, quand on a commencé cette réflexion, moi, il m'a fallu plusieurs mois pour recouper les sources et pour arriver à avoir une liste finalisée assez fiable. D'ailleurs, j'ai demandé à Rémi, quand on a commencé à rentrer les renseignements dans la plateforme Adviseo, je ne sais plus combien de rectificatifs on a apporté à la liste des bâtiments, mais ça a pris un certain temps. Pour obtenir cette liste, le plus simple, moi, je trouve, c'est de partir du marché d'électricité, justement, des PDL, parce que ça, on a quand même de l'électricité à peu près partout, sur tous les bâtiments. On recoupe cette liste avec les marchés gaz, eau, et avec le marché d'exploitation maintenance. Au passage, ça nous a permis de détecter quelques bâtiments qui avaient échappé au marché d'exploitation et de maintenance, donc on a pu rajouter. Mais donc voilà, cette étape-là, elle est indispensable. Elle peut prendre un petit peu de temps, mais une fois qu'on a une liste à jour, on est content. Deuxième étape, une fois qu'on a notre liste de bâtiments, je pense que c'est important de leur attribuer à chacun un code unique. Pourquoi ? Parce que souvent, les bâtiments ils peuvent être identifiés par plusieurs personnes dans la collectivité, les occupants du bâtiment, le service patrimoine de la collectivité, l'exploitant, les fournisseurs d'énergie, et chacun va avoir sa dénomination propre. Alors, au sein de la collectivité, on leur donne des petits noms pour ce qui est parfois le nom du service occupant, parfois l'adresse.
Et puis, comme les services occupants, ils changent, les références changent aussi. Donc, quand je suis arrivée, le bâtiment PIAT, donc qui accueillait le pôle infrastructure, aménagement et territoire, ce n'était plus le PIAT qui était dans ce bâtiment, mais il était toujours appelé comme ça. Donc, pour s'y retrouver, pour éviter les quiproquos, un code unique qui ne change plus, c'est plus sûr. Troisième étape, identifier à ce moment-là les particularités de chaque site. Alors, je vois qu'il y a des questions. PDL égale point de livraison, oui. Un exemple de nomenclature, par exemple, on avait déjà des codes pour les marchés d'électricité, gaz, eau qui allaient de 3 ou 4 chiffres. Moi, j'ai simplifié pour avoir que des codes à 3 chiffres. Les codes en 0 et 2 chiffres, c'est les collèges. Par exemple, on a 38 collèges, donc ils sont tous numérotés de 001 à 038. Ensuite, tout ce qui commence par 9, par exemple, chez nous, c'est les bâtiments à usage de santé. Donc, 901, 902, voilà. On a 10 catégories, on a classé les bâtiments dans une catégorie. Alors après, ce qui est tentant, parce qu'on peut avoir un bâtiment qui change de catégorie, il était occupé par un service du département, il va passer à usage social, chez nous, par exemple, accueillir une maison des solidarités. On peut avoir envie de modifier ce code. Ça, ce serait une erreur. C'est tentant, mais il ne faut pas le faire. Une fois qu'on a défini le code, il ne bouge plus. Donc, on a une nomenclature de base à 3 chiffres. Et ensuite, voilà, il y a une certaine logique au moment de l'identification. Il peut après y avoir des bâtiments qui changent d'usage, tant pis. Pour Opérat, effectivement, aujourd'hui, on peut s'inscrire. Moi, j'ai pu inscrire le département, mais on ne peut pas encore rentrer les bâtiments à ma connaissance. Peut-être que Rémi pourra confirmer. Oui, non, je confirme. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est très limité. Ça se met en place par étapes. Ouais, elle est encore en déploiement. Et donc, le troisième point, oui, une fois qu'on a notre liste de bâtiments, c'est d'identifier leurs particularités. Parce que, en tant que collectivité, on a des bâtiments comme particularité. Je pense par exemple aux bâtiments pris à bail ou les bâtiments donnés à bail. Ça va avoir un impact dans notre réponse au décret tertiaire, parce que malheureusement, le propriétaire et l'occupant sont responsables de l'atteinte des objectifs. Alors, la répartition des responsabilités n'est pas encore très claire pour moi dans le décret tertiaire, mais bon, c'est des bâtiments qu'il faut cibler assez rapidement et l'avoir en tête pour la réponse au décret tertiaire et puis pour la mise en place d'une stratégie. Si vous êtes propriétaire occupant d'un bâtiment, c'est assez simple. On a une vision de nos consommations énergétiques, on sait comment les faire baisser, on peut faire des travaux. Si on est propriétaire, mais que le bâtiment est exploité par un tiers, il fait partie de notre patrimoine. On a des objectifs pour le respect du décret tertiaire, mais ce sera peut-être moins facile d'agir sur les consommations énergétiques. Il faut aussi avoir une vision de l'avenir à court et moyen terme de nos bâtiments, parce que ça, c'est une question qu'on se pose facilement quand on veut prévoir des travaux sur un bâtiment particulier. Mais il faut avoir une vision globale pour l'ensemble du patrimoine pour cibler tout de suite les bâtiments sur lesquels les travaux vont être les plus impactants et les plus utiles. Ce n'est pas la peine de faire des travaux sur un bâtiment, enfin d'investir des millions d'euros sur un bâtiment que vous allez vendre sous 2 ou 3 ans parce que les services doivent déménager. Voilà. Donc, pour cibler vos actions et pour cibler la performance, il faut avoir une vision assez claire. Donc, moi, je vous conseille dans votre fichier Excel là, dans lequel vous avez tous vos bâtiments d'avoir une petite case pour les annotations, pour les cas particuliers. Ce bâtiment-là, on doit l'agrandir. Attention, il faudra intégrer dans le terme de l'agrandissement des améliorations de la performance énergétique. Je pourrais vous partager, oui, un exemple de base de données. Je verrai avec Charlotte après comment on fera. Comme vous allez recevoir la présentation, je pense qu'à ce moment-là, on pourra vous joindre un exemple. Oui, pas de souci. Sans problème. Voilà. Je pense que j'ai tout dit à peu près pour cette première étape qui, pour moi, me paraît cruciale. Et ça, je le répète, personne ne pourra le faire à votre place. Vous connaissez votre patrimoine. C'est à vous de monter cette base de données-là et vous aurez beau vous entourer d'assistants à maîtrise d'ouvrage, de fournisseurs de logiciels, ils ne pourront pas inventer cette donnée-là. Donc, c'est une étape indispensable. Et plus vous aurez une définition précise avant de commencer à entrer, par exemple, dans une démarche d'acquisition de logiciels, plus ce sera facile par la suite. Voilà, pour moi.
Ah oui, pardon, j'ai une suite. Une fois qu'on connaît son patrimoine, la deuxième question importante, c'est comment je fais pour centraliser et pour organiser les données. Parce qu'on va avoir à la fois des données patrimoniales et des données énergétiques. Les premières, donc on l'a vu, l'information elle est existante et dispersée, et donc il faut essayer de la centraliser. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'agents qui peuvent être amenés à utiliser cette donnée et à la compléter. Quand je parle de données patrimoniales, là, je parle de nombre de bâtiments, la surface, les plans, tous les diagnostics qui sont réalisés, diagnostics amiante, les prévisions de travaux. Voilà, c'est énormément de données et d'informations qui aujourd'hui est un petit peu dans la tête des différents techniciens qui sont en charge des bâtiments, des différents chargés d'opération qui ont réalisé une rénovation ou un diagnostic sur ce bâtiment-là. Ils ont enregistré les documents sur le serveur, sur leur base, et il faut arriver à centraliser et à partager cette information de façon fiable. Les deuxièmes types d'informations, qui va être utilisé par un peu moins de personnes, mais quand même plusieurs, c'est les informations énergétiques, la consommation, la facturation. Centraliser les données, c'est indispensable pour avoir une vision globale de la performance énergétique de votre parc. Ça peut être soit sur une base de données Excel. C'est bien. Pour moi, les limites de la base de données Excel, c'est que c'est source d'erreur. On peut faire des modifications sans faire exprès. C'est un fichier qui est difficilement partageable entre plusieurs personnes. On ne peut pas être 5 ou 6 à intervenir en même temps et à voir des choses différentes, faire des modifications en même temps. Je pense que pour le coup, un logiciel dédié, à minima pour l'énergie, c'est indispensable. Ça permet d'éditer facilement des bilans, des prévisionnels de consommation, d'avoir rapidement une comparaison des sites entre eux. Alors, ensuite, est-ce que dans ce même logiciel, il faut intégrer toutes les données patrimoniales? Je ne suis pas sûre. Je pense pour moi que c'est deux outils différents. Le premier, ça peut être une base de données sur un serveur. Hein. Le deuxième, ça peut être un logiciel dédié. Ça peut être deux logiciels dédiés. Au département, on a Atal pour les données patrimoniales, qui n'est pas pleinement exploité aujourd'hui, mais qui permet de faire une bonne gestion patrimoniale. Et on vient d'acquérir Adviseo pour la gestion énergétique. Mais dans tous les cas, il faut essayer de centraliser ces informations-là pour que tout le monde ait accès rapidement à une information fiable. La principale difficulté dans cette étape, c'est la résistance au changement. Donc, l'adhésion des équipes, mettre en place un nouvel outil, ça veut dire changer les habitudes, ça veut dire acquérir des réflexes, enregistrer le renseignement. Et donc, ça, c'est assez compliqué. Il faut donc un référent dans la collectivité pour faire vivre ces bases de données-là. Sinon, on n'arrivera pas à les garder à jour. C'est bon pour moi. Je te rends la main, Rémi. Ouais, merci. Du coup, là, on va un peu plus parler maintenant des différentes sources de données qui sont acceptées par le décret tertiaire et dans ce type de plateforme. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape après avoir rassemblé tout son patrimoine comme on a pu le voir. Donc, il y a trois grandes sources. La première, c'est les distributeurs d'énergie ou données GRD. Elles vont principalement être en place pour l'électricité et pour le gaz, mais il existe bien entendu Enedis et GRDF, mais quelques régies locales un peu partout en France. Donc ça, c'est des informations qui sont assez fiables et qu'il faut, via des mandats, essayer de récupérer. Le deuxième point, c'est les factures d'énergie qui sont émises par les fournisseurs d'énergie et qui sont censées se baser sur les données que les distributeurs leur envoient, même si dans la réalité, on se rend compte qu'il y a des écarts assez récurrents. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions pour les trouver et comprendre avec le fournisseur pourquoi il y a des écarts. Une grande partie du travail va être de fiabiliser cette deuxième source de données, donc les factures. Pourquoi? Parce que j'ai de l'historique de 2012 à 2015 sur un fichier Excel, j'ai les autres en format PDF et les dernières, j'ai uniquement un service client, mais je n'y ai pas forcément accès ou j'y vais que lorsque j'en ai besoin. Donc, plus la volumétrie du nombre de bâtiments va être importante et plus il faudra prendre de temps pour fiabiliser ou récupérer ces données ou utiliser en tout cas un outil qui le fera pour vous. Et la dernière source, c'est les données auditées. Donc, c'est plutôt des photos à un instant T des bâtiments, mais elles ont un certain avantage, c'est de pouvoir récupérer parfois des historiques assez anciens, des années par exemple 2000-2010, où on a parfois du mal à récupérer la donnée, puisque si on a conservé ces audits, on peut retrouver l'information. Alors, on va maintenant s'intéresser à un peu un outil de centralisation de ces informations. Comme on a pu le voir, une plateforme de management de l'énergie, ça peut permettre et ça permet
de récupérer l'ensemble des données et quelles sont ces informations. Tout d'abord, les données distributeurs, comme on a parlé, elles sont précises et fiables et via des mandats, on est capable de récupérer toutes ces informations et de les intégrer sur une plateforme. Deuxième point, les factures, comme je l'ai dit juste avant, c'est parfois compliqué de les récupérer. Donc là, via une plateforme, on a plusieurs choix. Soit on fait de l'intégration automatique d'Excel, soit grâce au portail fournisseur, ici un petit exemple d'EDF, on est capable de créer ce qu'on appelle des mappeurs pour télécharger et lire en automatique l'ensemble des PDF et de les ajouter sur la plateforme. Enfin, il y a un autre secteur qui peut être intéressant, c'est ce qui va être les données IoT et GTB. Donc, ce sont des données qui sont considérées comme moins fiables, qui ne sont pas nécessaires dans le cadre du décret tertiaire, dans le sens où on a uniquement besoin des généraux, de ce qui est relié au point de livraison, les PDL. Mais ces informations d'IoT et GTB vont être essentielles par la suite pour aller plus loin dans l'analyse, pour pouvoir produire des signatures énergétiques, par exemple, des analyses sur les talons de nuit et jour, sur des usages spécifiques, comme l'éclairage, un suivi précis des extinctions des équipements. Mais alors sur ce point, on veut mettre aussi un peu l'accent sur le fait qu'il y a un coût d'installation et surtout qu'il faut réfléchir avant de vouloir en installer, puisque ça ne sert à rien d'en installer des dizaines et des dizaines de capteurs si derrière on ne les utilise pas. Donc il faut bien y réfléchir parce que c'est possible de les centraliser, mais l'objectif c'est de pouvoir les utiliser correctement et d'en faire une analyse et pouvoir par la suite réduire sa consommation énergétique. Alors, après avoir vu maintenant deux parties essentielles que sont la récolte du patrimoine immobilier et la deuxième qui est la récolte des données énergétiques, on va vous parler un peu des difficultés qu'on a repérées chez nos différents contacts. Donc la première, c'est la relation multipartite. Alors, je réponds juste à la question, pourquoi pas évoquer Linky? Linky, en fait, c'est exactement ce que Enedis a, et donc en fait, quand on récupère la donnée via des mandats, les compteurs sont bien communicants, et donc on est capable de récupérer toute l'information que renvoie le Linky sur des plateformes. Donc c'est tout à fait possible. Donc, pour revenir sur les difficultés, il y a les relations multipartites. Premier point, c'est avoir une définition claire du périmètre entre l'exploitant, le propriétaire et les locataires. Donc ça peut être un sujet assez prenant. Deuxième point, c'est la gestion des parties communes dans les bâtiments qui possèdent aussi des parties privatives. Donc, comment on traite cette partie, est-ce qu'il y a une refacturation et qui est chargé de payer l'énergie de ces différentes sections. Troisième point, c'est la signature de mandat de collecte tripartite. Donc là, encore une fois, si on a un locataire, qu'on a un département et une personne qui voudrait récupérer les informations, donc on a un mandat entre 3 personnes à réaliser, et donc ça peut prendre un peu de temps à le faire signer. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils aussi maintenant développés par les plateformes de management pour faire signer ces mandats plus facilement. Et enfin, les contrats de chauffage P1 qui ont des spécificités très particulières et qui demandent une attention toute particulière. Un autre grand point de difficulté, c'est l'accessibilité et l'hétérogénéité des données. Mes compteurs sont-ils communicants? Suis-je encore sur mes bâtiments en relève manuelle? Si oui, est-ce que je veux utiliser des Excel pour récupérer toutes ces informations, ou est-ce que j'utilise une plateforme qui est capable de soit récupérer mon information qui est communicante, soit même centraliser mes relevés manuels? Est-ce que ma donnée elle est numérique de la part de mon fournisseur? Ça, c'est un point qui est assez essentiel. Est-ce qu'il a une plateforme, un compte client en ligne? Est-ce qu'il est capable de me fournir mes PDF de manière numérisée et pas uniquement par voie postale, afin de permettre de les lire par la suite plus facilement? Est-ce que le format de mes factures est uniforme par énergie? Alors ça, c'est aussi un sujet important. Les factures d'eau, principalement, sont rarement uniformes entre les fournisseurs. Et donc, si on possède plusieurs fournisseurs sur son périmètre, on va avoir toute une lecture à faire sur chacun des typologies de factures. Même si on sait que l'eau n'est pas forcément soumise au décret, mais c'est un sujet qui est relativement important pour les collectivités. Enfin, un quatrième point, c'est puis-je récupérer l'ensemble des informations essentielles sur mes factures? On parle ici de numéro de facture, date, conso, période de conso, les montants hors et avec TVA, pour pouvoir récupérer toutes ces informations et les centraliser.
Et dernier point, c'est la profondeur d'historique, un des sujets, je pense, majeurs pour le décret tertiaire. Est-ce que je suis capable de remonter jusqu'à début des années 2010 pour avoir un panel suffisamment important de données et pouvoir sélectionner la meilleure année de référence qui me permettra d'atteindre mes objectifs entre 2030 jusqu'à 2050, dans le cadre du décret. Donc maintenant qu'on a posé un peu les difficultés, on va essayer d'y répondre avec quelques solutions. Premièrement, c'est une solution technologique. Donc c'est l'automatisation de la récupération d'informations, donc via des mandats, via des remontées des fournisseurs et distributeurs. Donc distributeurs, on a parlé tout à l'heure des Linky par exemple. Via des remontées de fournisseurs, donc il faut demander aux fournisseurs d'avoir des accès à des comptes clients. C'est encore mieux s'ils permettent de faire des exports Excel d'une base de l'ensemble de la base de données. Ça permet de fiabiliser l'information et de vous faire gagner un temps assez précieux. Deuxièmement, c'est quelques solutions de contournement, si on n'a pas une automatisation parfaite auprès des fournisseurs. C'est l'utilisation des mappings de factures. Donc, ce qui s'appelle, c'est on récupère le PDF et on utilise un lecteur de caractères pour récupérer les informations conso, etc., qui nous intéressent pour pouvoir les utiliser par la suite. Ou de la récupération par des serveurs FTP. Donc là, on dépose, c'est assez particulier, c'est des serveurs sécurisés qui permettent de déposer de la donnée, principalement pour les GTP. C'est utilisé grandement pour les GTP, par exemple. Le deuxième point, c'est l'interaction humaine qui doit se faire avec la technologie. C'est l'apport de l'énergie manager ou économe de flux, que j'imagine vous connaissez bien dans vos secteurs, qui va apporter toute son expertise et son expérience en utilisant la donnée qu'on aura pu récupérer automatiquement et qui va lui permettre de cibler les sites les plus consommateurs, que ce soit en volume total, en mètres carrés ou encore par des jus. Donc c'est vraiment l'interaction entre ces deux outils qui va permettre de contourner ou de résoudre en partie les difficultés qu'on aura pu évoquer avant. Donc il y a réellement un travail important à faire sur la donnée et comment l'utiliser, et puis on va le détailler un peu plus juste dans la partie numéro 3. Donc cette partie, l'analyse des informations qu'on récupère de manière... Oui. Oui. Juste avant d'entendre la nouvelle, si on peut répondre aux 2 ou 3 questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Il y avait une question sur les SDIS. Est-ce qu'ils rentrent dans le cadre du décret tertiaire? Je n'ai pas la réponse. Il faudrait vérifier l'intitulé exact du décret. Je pense que la réponse qui a été apportée dans le fil de discussion là doit être bonne. Hein. Il n'y a pas de raison pour qu'ils soient exemptés du dispositif. Il faut vérifier leur surface s'ils sont supérieurs à 1000 m² et vérifier l'intitulé exact du décret tertiaire. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre de façon ferme et définitive. Et il y avait également une question sur la méthode utilisée pour récupérer les données des collèges. Alors, comme pour tous les bâtiments pour lesquels les propriétaires et les occupants sont différents, il faut faire des conventions tripartites, comme le disait Rémi, hein, pour autoriser le transfert des données. Il faut que le collège signe, que le département signe et que Adviseo ou le logiciel, le prestataire qui sera sélectionné soit autorisé à collecter ces données. Nous, on a de la chance, on gère les marchés gaz et électricité pour le compte des collèges avec un groupement de commandes. Donc, on a un fournisseur unique. Ça simplifie nettement la récupération des données. Effectivement, hein, je vois Rémi qui hoche la tête. Parce qu'effectivement, si les collèges ont le choix de leur fournisseur, vous pouvez avoir un nombre de fournisseurs beaucoup plus important et avoir plus de difficultés à récupérer la donnée. Mais normalement, avec les conventions qui vont bien et la mise en place des outils informatiques qui vont bien également, les plateformes sont capables d'aller récupérer les données directement chez les fournisseurs. Voilà. Et je crois que c'était tout comme question pour l'instant. C'est tout, on va pouvoir passer à la partie numéro 2. Qui peut donner le mandat, oui, voilà, c'est celui qui paye la facture, hein, juridiquement. Donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est les collèges qui payent les factures. Donc, c'est eux qui sont propriétaires de leurs données de consommation et qui doivent nous autoriser à y accéder. Donc, ils autorisent le département de base, puisque nous sommes coordonnateurs de groupement de commandes pour l'achat, pour les marchés d'achat d'électricité et de gaz. Donc, on a déjà, nous, des conventions avec tous les collèges pour
pour négocier les marchés. Et ensuite, on fait une nouvelle convention pour avoir le droit de transmettre ces données à Viseo ou à une autre plateforme. Voilà, on peut passer à la partie 3, je pense. Allez. Du coup, cette partie 3 va s'intéresser plus particulièrement à l'analyse des données énergétiques qu'on aura pu récupérer et comment piloter sa performance. Donc, de nos jours, c'est plus simple via les outils et la technologie. Donc, en particulier la data science qu'on va un peu détailler ici. Donc, on a parlé de récupération automatique d'un important volume de données et c'est un des bénéfices de la data science de nos jours. Mais maintenant, il faut réfléchir à leur utilisation, sans quoi la collecte a assez peu d'intérêt et c'est pas en collectant de l'information qu'on réalise des économies. Il faut pouvoir l'utiliser derrière. Mais c'est toujours bon quand même de le rappeler. La data science, du coup, ça c'est son premier avantage. Elle a un deuxième grand bénéfice, c'est faire plus en moins de temps. C'est-à-dire qu'une personne qui suivait manuellement une vingtaine de sites pourra facilement en suivre une ou deux centaines grâce à un outil de centralisation et de récupération automatique, appuyé par de la data science. Un des troisièmes grands avantages de la data science, c'est de pouvoir suivre via des modèles statistiques en intégrant des données variables, donc ce qu'on appelle en lien avec la rigueur climatique, ce qu'on appelle les DJU et DJF, donc des degrés jour unifiés ou degrés jour froids, pouvoir piloter et suivre l'évolution de la performance de son site. Pourquoi? Puisque regarder uniquement la différence de consommation entre l'année N et l'année N-1, c'est pas forcément suffisant, parce que le climat a un impact fort sur les consommations, comme il a pu le dire au tout début du webinaire. Une année où le chauffage est lancé 2 ou 3 semaines avant va avoir un impact majeur sur les consommations de gaz de cette année. Par contre, la data science, elle a quand même quelques limites. C'est qu'elle elle dépend de la disponibilité et de la qualité des données. Donc, si une donnée, par exemple, n'est pas fiable, c'est parce qu'on la récupère en automatique ou qu'on a un très bon algorithme qu'elle va le devenir. Donc, il y a quand même un sujet pour fiabiliser la donnée source. Il faut travailler quand même avec des personnes connaissantes sur le sujet, donc des énergéticiens, que ce soit des économes de flux ou des plateformes de management de l'énergie, qui vont exploiter cette donnée, puisque comme j'ai pu le dire avant, la donnée brute, elle ne va pas réaliser elle seule les économies. Enfin, encore une fois, il y a une importance sur la connaissance de son patrimoine. S'il y a une surface qui est erronée, par exemple, ça va impacter l'ensemble des analyses qu'on pourra faire de site. Et c'est pourquoi la data science, du coup, n'aura plus autant d'avantages si le patrimoine n'a pas été fiabilisé correctement au début. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus sur le bénéfice d'une plateforme de management de l'énergie. Donc, c'est détaillé en quatre points. Le premier, c'est centraliser la donnée. Pourquoi? On va pouvoir récupérer de manière automatique les factures, les données GRD, tout ce qui est données IoT et GTB, et les avoir sur une plateforme unique. De même que les données météo ou les informations essentielles du patrimoine que vous pourrez retrouver. Deux, c'est pouvoir identifier. Identifier, ça veut dire avoir une alerte sur des manquements de données de la part des fournisseurs, d'avoir des courbes de charge pour permettre l'optimisation de puissance souscrite ou même quelques optimisations rapides de programmation, c'est-à-dire une mise en place d'actions sans investissement, juste on reprogramme un horaire qui aurait été mal fait, qui permet d'économiser sur le talon de nuit, par exemple. Et un dernier avantage de l'identification, c'est de pouvoir identifier des problèmes d'inconfort via de l'IoT, donc des capteurs de température à certains points essentiels d'un bâtiment. Le troisième grand bénéfice, c'est de pouvoir comparer les bâtiments entre eux. Donc, une comparaison générique de tout son périmètre, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, une comparaison plus spécifique entre des bâtiments d'un même usage ou d'une même activité, via des étiquettes énergétiques et via des classifications de ces bâtiments. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir nommé de manière générique. On va pouvoir récupérer tous les 900 et les comparer entre eux, par exemple. Pouvoir faire des analyses sur la semaine type. Donc là, c'est important pour avoir des ratios sur les consommations de nuit ou des alertes sur des bâtiments qui, par exemple, en lien avec le couvre-feu, devraient être fermés à 18 h, mais en fait continuent de fonctionner normalement jusqu'à 20 h. Et on a une perte
2 heures tout au long de l'année, tout au long de la période, en tout cas confinée. Et le dernier point, c'est pouvoir coordonner. Donc, c'est d'avoir un seul interface utilisateur, de pouvoir définir des accès spécifiques pour certains rôles, pour avoir accès à certaines données et pouvoir l'analyser plus précisément, avoir un suivi commun d'un plan d'action et que les personnes qui agissent sur ce plan d'action puissent le mettre à jour sur cet outil unique. On va vous montrer ici quelques visuels assez rapides de la plateforme Adizeo. On avait organisé un webinaire courant mars pour parler spécifiquement du choix d'une plateforme de management de l'énergie. Donc, il en existe maintenant, je pense, quelques dizaines sur le marché, mais voilà, on va vous présenter quelques visuels d'Adizeo. Le premier point, c'est sur le suivi du budget, donc ici avec des optimisations de contrats de puissance souscrite liées aux courbes de charge, le nombre de factures qui ne seraient pas parvenues en comptabilité, des répartitions des dépenses selon les différentes énergies, avec des estimations quand il manque quelques factures. Puis un atterrissage budgétaire entre le budget qui avait été provisionné l'année précédente et les dépenses réelles en cours. Un deuxième point, donc c'est les affichages de courbes en temps réel. Donc on avait parlé un peu plus tôt de suivi de confort. Là, il y a un exemple très précis. Voilà, c'est la suivi de température dans différentes salles du bâtiment et qui permettent de voir si le confort est respecté, voire même s'il ne fait pas un peu trop chaud sur certains points et qu'il faudrait du coup réduire la demande en chauffage. L'autre point juste avant du temps réel, c'est l'analyse de la semaine type qui permet de faire des ratios. Là, on voit bien le fonctionnement jour-nuit et les fonctionnements, par exemple, qui est légèrement réduit sur le week-end. Enfin, un suivi de la performance, donc qui va aller de la vision globale en descendant sur une vision par secteur, puis par bâtiment et enfin par point de livraison, avec ce type de courbe qui va permettre de suivre la consommation tout au long de l'année sur une période sélectionnée, d'avoir la répartition par énergie et d'avoir le résultat de la performance d'une année à l'autre. Maintenant qu'on a regardé un peu ces outils, on va essayer d'aller plus loin sur l'analyse de la performance sur un point particulier, qui est ce type de graphique qui a pour objectif de comparer les bâtiments d'un périmètre sélectionné de manière plus précise. Donc en abscisse, on va retrouver la consommation annuelle, donc le volume total de consommation du site, et en ordonnée, on retrouve la consommation surfacique, donc la consommation par mètre carré. On va pouvoir ainsi découper le graphique en 4 zones distinctes et qui auront des degrés de priorité assez différents. Le premier, en haut à droite, ça va être les sites prioritaires. Pourquoi? Parce qu'ils consomment beaucoup et ils ont un assez mauvais ratio par mètre carré. Donc là, il y a un vrai plan d'action nécessaire à mettre en place, donc, surtout par exemple sur l'exemple sur le bâtiment 99, puisque ce sont ces bâtiments qui auront le plus de potentiel d'économie d'énergie et qui sont sûrement en dérive. Le deuxième encadré, donc plutôt sur la gauche, va concerner des bâtiments qui ont une consommation moindre, mais qui ont toujours un mauvais ratio par mètre carré. Donc il faut s'occuper dans une deuxième priorité, puisque leur ratio étant encore médiocre, il y a des améliorations assez importantes à réaliser. Le troisième carré, c'est des bâtiments qu'il faut plutôt surveiller. Pourquoi? Parce qu'ils ont des consommations relativement importantes en volume, mais ils ont des bons ratios par mètre carré. Donc on veut juste venir les surveiller pour éviter qu'ils passent dans la catégorie 1, liée à une dérive. Et donc on préfère qu'ils restent dans cette catégorie 3 où ils sont bons dans leur ratio. Et enfin la partie 4, c'est des bâtiments qui ont une consommation plutôt faible, avec des bons ratios par mètre carré. Donc il faut, dans l'idée, moins regarder, mais qu'il ne faut pas non plus complètement négliger, afin d'éviter de potentielles dérives qui pourraient être néfastes pour l'ensemble de son périmètre. Donc ça va vous permettre au final de prioriser votre temps sur l'ensemble des sites, surtout sur les sites ayant des gisements d'économie d'énergie les plus forts. Oui, on a vu les plateformes de management énergétique, c'est très intéressant pour permettre d'analyser la donnée et d'en tirer des conclusions et des plans d'action. Je veux juste revenir, moi, sur le côté de
intérêt d'avoir des données fiables. Parce que si les données ne sont pas fiables, ben, tous les beaux graphiques qu'on a vus avant ne servent à rien. Première étape, à mon avis, indispensable, c'est de réaliser un plan de comptage sur les différents sites. Un plan de comptage, c'est identifier chacun des compteurs, leur donner un numéro unique. Donc, comme tout à l'heure, on a vu pour les sites, on définit une nomenclature. Chez nous, la nomenclature, c'est un code à 9 chiffres. Les 3 premiers chiffres, c'est le code site qu'on a vu tout à l'heure. Les 2 chiffres suivants, ça va être le type de fluide qui est compté. Donc, c'est 2 lettres pour le coup. EA pour l'eau, EL pour l'électricité. Et puis ensuite, 4 chiffres pour identifier le compteur. Avoir un numéro d'identifiant unique, ça nous permet d'éviter, encore une fois, les quiproquos. Si une personne tierce doit aller faire un relevé de compteur sur site, manuel, pour une raison X ou Y, on sait exactement quel est le compteur qu'elle a relevé. Il n'y a pas de risque de se tromper et d'identifier le relevé de compteur sur un autre compteur. Ensuite, une fois qu'on dispose de cette vue globale, qu'on a un plan de comptage, le plan de comptage, il va rassembler sur un même graphique l'ensemble des compteurs et on va pouvoir identifier ce que compte le compteur. Si on a un compteur électrique qui compte à la fois de la climatisation, de l'éclairage, du chauffage, c'est une donnée qu'on ne va pas pouvoir comparer avec les données de consommation d'un autre compteur qui, lui, ne compte que l'éclairage. Évidemment, on va consommer plus, mais pour ça, il faut savoir ce que compte le compteur. Donc, absolument identifier, caractériser les données. C'est un travail qui se fait progressivement. Hein. Les plans de comptage, ça prend un petit peu de temps. Je sais que nous, aujourd'hui, sur toutes nos études énergétiques, on intègre la réalisation de ce plan de comptage. Et l'objectif, après, c'est d'aller identifier in situ les compteurs. On leur a donné un numéro dans la plateforme, dans notre base de données. Il faut qu'il soit noté sur place. Deuxième point, c'est préciser les données si besoin. Donc, justement, si vous avez repéré un compteur électrique qui compte plusieurs choses. Nous, on a le cas, par exemple, on a un seul compteur général sur un site avec 4 bâtiments. Le compteur, il compte à la fois une chaufferie centrale, la climatisation, l'éclairage, tout. Il compte tout et on n'a aucun détail. Si on veut pouvoir faire des plans d'action précis, il faut qu'on soit capable d'identifier les postes consommateurs. Donc, peut-être qu'il va falloir ajouter ponctuellement des sous-compteurs sur votre patrimoine pour pouvoir préciser la donnée. Les données de ces sous-compteurs-là, si vous prévoyez des sous-compteurs communicants, donc les compteurs Linky, c'est des compteurs communicants du gestionnaire de réseau d'électricité, mais vous aussi, vous pouvez ajouter sur votre patrimoine des compteurs, des sous-compteurs communicants qui vont renvoyer ces données-là sur une plateforme comme Adviseo par exemple. Et une fois que vous aurez ce détail-là, ça va vous être indispensable pour pouvoir programmer vos plans d'action, pour savoir sur quel poste il faut travailler et quelles sont les améliorations possibles. Enfin, je pense qu'il est important pour fiabiliser les données de les recouper entre elles. Donc, Rémi l'a expliqué, dans la plateforme, vous allez avoir des données de facture, des données de compteurs communicants du gestionnaire de réseau, vous pouvez avoir vos propres sous-compteurs, vous pouvez ajouter du relevé manuel. Il est important de pouvoir comparer ces données-là pour vérifier si elles sont cohérentes. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que… alors, j'étais en train de lire les commentaires, je n'ai pas suivi exactement ce qu'a dit Rémi, mais les factures ne correspondent pas toujours au relevé de compteur gestionnaire. Donc, il faut savoir identifier les écarts et pouvoir les traiter en conséquence. Juste un petit point de vigilance là-dessus, c'est que ça peut être tentant de mettre des sous-compteurs partout, mais attention à l'excès d'informations, à l'excès de données, parce que traiter toutes ces données, même si on a une plateforme et que c'est principalement automatisé, ça prend quand même du temps. Il faut du temps humain derrière pour la gérer, pour détecter les anomalies, pour les traiter. Donc, plus on en a, plus ça prend du temps à gérer. C'est aussi du matériel qui a un coût à installer, qui doit être entretenu. Un sous-compteur qui vous envoie des informations qui sont fausses, ce n'est pas très intéressant non plus. Donc, il faut vérifier régulièrement à ce qu'il soit correctement entretenu, le remplacer les piles. Voilà. Donc, de l'information, oui, mais ciblez vos informations, ciblez vos besoins. C'est bon pour moi. On va passer sur cette 4e partie sur quelle stratégie énergétique on peut mettre en place, maintenant qu'on a pu voir comment fiabiliser son patrimoine, récupérer ses données et analyser ces données. Donc, premier point, c'est les 3 étapes essentielles pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le décret tertiaire. Normalement, tout le monde doit être dans cette première phase de se préparer et d'anticiper, qui se compose donc d'identifier un peu les gains, isoler les sites de son périmètre, récupérer l'information des données et identifier les années de référence
Donc là, ce sera plutôt pour l'année prochaine au final, mais identifier l'année de référence de chacun de ces bâtiments. Et puis commencer à prendre en main la plateforme Opérate. La deuxième partie, c'est de s'engager dans une vraie stratégie de performance énergétique, donc pouvoir identifier là, ici les gains sur nos périmètres, sur notre patrimoine, pardon, d'isoler tout de suite les sites qui sont déjà en adéquation, et donc il faudra suivre de plus loin pour vérifier qu'ils ne dérivent et qu'ils ne correspondent plus finalement à l'objectif, et aussi les sites qui seraient inatteignables et par lesquels on va pouvoir faire des documents de modulation. Et puis enfin, dans cette stratégie énergétique, il faut bien sûr élaborer notre plan d'action, donc quels sont les types de travaux qu'on veut mettre en place, sur combien de temps, et quel sera l'impact. Donc si on commence des travaux d'ici 2 ou 3 ans, est-ce qu'on verra les résultats pour 2030 ou plutôt pour l'année 2040? Et si c'est pour l'année 2040, il faut mettre d'autres actions plus rapides en place pour atteindre les objectifs de l'année 2030. Et donc c'est pour ça qu'il y a une troisième partie qui est l'atteinte des objectifs. Il faut bien sûr mettre en place le plan d'action pour atteindre les différents objectifs qui sont fixés à chaque décennie, identifier les écarts entre nos autres objectifs et la consommation réelle, pour pouvoir pallier d'une année à l'autre aux surconsommations potentielles. Commencer à rédiger, donc dans cette troisième partie, ça sera la rédaction des dossiers techniques pour des modulations sur des bâtiments particuliers, et puis communiquer d'année en année les résultats sur Opérate, bien prendre, une fois qu'on aura bien pris en main cette plateforme. Donc cette slide va un peu vous présenter une stratégie énergétique progressive qu'on vous recommande. Donc on vous rappelle une des premières étapes qui est septembre 2022 avec le choix de l'année de référence. Je ne rentre pas plus dans ce détail, on en a parlé plus tôt. Ce qui se passe, c'est 2022, il faut bien prendre en compte son patrimoine et engager une vraie démarche d'énergie management et de suivi des consommations énergétiques pour mettre en place entre 2022 et 2023 des travaux avec des retours sur investissement rapides et avec de faibles investissements. Pourquoi pas aussi tous les travaux qui, même s'ils ont des investissements plus importants, ont des gros financements de la part de C2E. En 2024, donc, suivre sa roadmap un peu énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire estimer les économies d'énergie qu'on aura pu faire sur les premiers travaux, analyser les écarts potentiels qu'il peut y avoir quand on aura rentré toutes les informations sur Opérate, et puis établir la deuxième phase pour atteindre les objectifs de 2030. On conseille d'ici 2025 d'avoir bien enclenché les travaux. Donc là, quand c'est marqué travaux, c'est pas réfléchir aux travaux, mais plutôt les lancer pour qu'ils aient des impacts assez rapides pour l'année 2030. Pensez dès l'année 2026 aussi à créer tout ce qui est modulation, donc tous les dossiers de modulation qui devront être validés pour l'année 2030. Et enfin, en 2031, donc ça sera d'aller sur la plateforme Opérate pour entrer les consommations des différentes années et pouvoir récupérer, on l'espère, le certificat de conformité lié au décret tertiaire. On vous propose ici 4 leviers d'action avec des retours sur investissement plus ou moins grands. Tout d'abord, on en a parlé tout au long de la présentation, une plateforme de management de l'énergie. Il en existe un grand nombre qui est une action assez sous-estimée, mais qui permet de faire gagner du temps avec des retours sur investissement assez rapides et des gains potentiels entre 10 et 15%. Un deuxième point essentiel pour nous, c'est la sensibilisation des occupants. C'est pour ça qu'on organise des webinaires et qu'on propose aussi d'autres formations, puisque rien que l'action des personnes au quotidien va pouvoir permettre une réduction entre 2 et 5%, c'est même parfois bien supérieur si les gens sont très bien sensibilisés et réalisent les actions, et avec des retours sur investissement assez faibles, puisqu'on n'est pas obligé d'investir grandement pour sensibiliser les occupants. Un autre point qui concerne plutôt des travaux lourds, donc c'est tout ce qui est rénovation du bâti et de l'enveloppe. Là, on est plutôt sur des retours sur investissement très longs, mais qui ont des gros gains énergétiques. Donc, il faut commencer à y réfléchir dès maintenant, à cibler les bâtiments qui pourraient avoir besoin de cette rénovation, puisque là, il est un peu tard pour avoir des gains sur l'année 2030, mais pour l'année 2040 et 2050, il sera important d'avoir fait ces travaux pour atteindre les objectifs ambitieux du décret tertiaire.
Il y a aussi un grand nombre de fiches C2E qui sont en lien avec la rénovation du bâti et de l'enveloppe. Et une des dernières actions qu'on vous propose ici, c'est l'installation d'équipements plus performants. On peut penser à du remplacement de chaudière par du chaudière gaz à condensation, de la récupération de chaleur sur des équipements de production de chaud, ou même les systèmes de récupération d'énergie double flux. Donc là, qui ont des retours sur investissement de l'ordre de 5 à 10 ans, et donc qui peuvent être mis en place dans les prochaines années pour atteindre nos objectifs de l'année 2030. On voulait faire aussi un focus tout particulier sur le rôle de l'économe de flux, donc, qui a un rôle pour nous majeur des futures années, qui va du coup identifier et suivre en continu les nouvelles actions. C'est à lui de fédérer les équipes autour de l'objectif des décrets tertiaires. C'est à lui d'animer le projet et de suivre ses travaux pour atteindre l'ensemble des objectifs qui sont fixés. Donc, il va parler à l'AMO, au service de commissionnement et aussi aux plateformes de management si c'est externalisé. Dans une partie de sa mission aussi au quotidien, ça va être d'automatiser le reporting, que ce soit interne et externe avec l'ensemble des prestataires, communiquer les différents résultats sur la plateforme Opérate, et puis identifier aussi les écarts d'un mois à l'autre ou au moins d'une année à l'autre pour corriger d'éventuelles dérives. Donc c'est vraiment un nouveau métier, mais qui a un rôle essentiel à venir pour atteindre l'ensemble des objectifs du décret tertiaire. Oui, alors donc pour la stratégie en Charente et chez vous également, hein, je vous recommande de vraiment travailler sur tous les levées d'action qui ont été énumérés précédemment. Premier élément clé, c'est de fixer déjà des objectifs de performance énergétique à différentes échéances, court terme, moyen terme, long terme, parce que les actions que vous allez mener vont avoir des temps de retour plus ou moins rapides, mais il faut tout de suite penser aux actions à long terme pour envisager de répondre aux obligations du décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est parfait, il nous permet déjà de fixer un cadre. On sait que d'ici 2040, il faut avoir fait 50% d'économie. Bon, donc, ces objectifs-là, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, ils sont fixés pour vous. Mais, point de vigilance, le décret tertiaire ne concerne que les bâtiments de plus de 1000 m². Il ne faut quand même pas négliger tous les autres bâtiments de votre patrimoine. Donc, gardez quand même à l'esprit une stratégie énergétique sur l'ensemble de votre patrimoine sans négliger les petits sites. Deuxième point, au-delà de la performance énergétique, je pense qu'il faut absolument garder une vision globale sur les autres thématiques. Donc, la qualité environnementale de vos sites, hein, bien sûr, c'est aussi important que l'énergie. Aujourd'hui, on s'en rend compte plus que jamais avec les catastrophes qui se multiplient. Donc, le département de la Charente s'est engagé aux côtés de la région dans le programme Néoterra qui va concerner tous les thématiques environnementales. Donc, il faut garder aussi en tête ces aspects-là. Pareil, en parallèle, il y a la performance énergétique, mais on s'est aussi engagé dans une démarche de développement des énergies renouvelables. L'année dernière, le département s'est doté d'un budget annexe spécifique pour le développement du photovoltaïque sur ces sites. À chaque création de site, travaux de rénovation importants, on envisage le recours aux énergies renouvelables et on cherche quelle est la solution la plus adaptée au site. Gardez toujours en tête également la qualité d'usage, la performance énergétique. Oui, mais pas au détriment du confort des usagers. Confort acoustique, confort d'été, les thématiques d'accessibilité, de qualité de l'air intérieur, de la sécurité des bâtiments, tout ça c'est un tout et c'est indispensable d'avoir une vision globale. Troisième point, la sensibilisation, donc c'est faire évoluer progressivement pour faire en sorte que la performance énergétique devienne un réflexe pour tout le monde. Donc ça passe par la sensibilisation des collègues, pour que notamment mes collègues de la direction du patrimoine foncier pensent systématiquement quand ils vont faire une opération de rénovation, est-ce que je peux faire mieux? Quel va être l'impact énergétique? Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer dans cette restructuration de collège l'aspect énergétique? Ça passe par de la communication quotidienne. Alors au café, en ce moment, c'est plus trop d'actualité, mais
en parler régulièrement et on envisage, nous, au département, une formation collective prochainement sur cette thématique-là pour la direction du patrimoine foncier. La sensibilisation des usagers aussi, bien sûr. L'année dernière, nous avons inscrit 6 collèges au Challenge QBES. Challenge QBES, c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. Et c'est le CEREMA qui va accompagner les collèges pour des actions de sensibilisation aux économies d'énergie. Ça a beaucoup plu à nos collégiens, hein, donc il y a encore un programme l'année prochaine. C'est le moment de faire les inscriptions, c'est pour les établissements scolaires, tout niveau. Donc n'hésitez pas, pour le coup, c'est quelque chose qui est financièrement assez neutre. L'année dernière, c'était totalement gratuit pour les collectivités. Et vous disposez d'un accompagnement, donc finalement, le temps à passer pour la collectivité est assez faible. 4e point, profiter des opportunités. Donc, restez à l'écoute des projets de la collectivité, justement, parce que si vous entendez parler, un exemple chez nous, ça a été un grand bâtiment, boulevard Jean Moulin. Ça fait 2-3 ans qu'on parle de remplacer les menuiseries. C'était le projet initial, remplacer les menuiseries à l'identique. Et puis, petit à petit, en réfléchissant, oui, le bâtiment est vétuste, on pourrait essayer de faire mieux, les équipements commencent à être en fin de vie, il faudrait les remplacer, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire les consommations, comme ça on mettrait de nouveaux équipements plus adaptés. Et un remplacement de menuiserie, on a abouti à un projet de 15 millions d'euros avec un contrat de performance énergétique qui va englober également tous les bâtiments autour, qui intègre de la mise en place de panneaux photovoltaïques, qui va prendre en compte la création la construction de 2 bâtiments neufs sur le site. Donc voilà, restez à l'écoute pour pouvoir profiter des petites actions qui se mènent par-ci, par-là dans votre collectivité et sur lesquelles vous pourriez vous greffer et leur donner de l'ampleur. Surveillez les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, les programmes de financement ou d'accompagnement. Malheureusement, on manque un peu de visibilité aujourd'hui sur les financements, surtout pour les grosses opérations, parce que les appels à projets ou les appels à manifestation d'intérêt, quand ils paraissent, il faut avoir des projets quasiment prêts dans les tiroirs pour être capable de répondre et ils doivent se faire ensuite très rapidement. Le plan France Relance, par exemple, donc comme on a vu tout à l'heure pour le plan de relance du département, hein, il faut que les marchés soient notifiés, les marchés de travaux soient notifiés avant le 31 décembre 2021. Donc, si vous n'avez pas fait en amont toutes les études de programmation, de faisabilité, qui prennent quand même du temps, bah, c'est compliqué d'y répondre. Et en plus, il faut que le bâtiment soit livré avant la fin 2022, donc c'est des projets très, très rapides. Donc, pour pouvoir répondre à ces opportunités de financement, en ce moment, il y en a beaucoup, c'est bien, il faut rester à l'écoute et il faut essayer d'avoir des projets et être assez souple, surtout sur la mise en application de ces projets. Il y a eu un programme, un appel à projet de Acté. C'était pas Eucalyptus, c'était Sequoia, l'un des deux, je ne sais plus lequel concernait les collèges. On a adapté finalement le projet qu'on avait qui devait concerner une dizaine de collèges, on l'a élargi à 30 collèges parce que on pouvait aller mobiliser des financements. Donc, il faut rester souple sur votre plan d'action. Voilà, c'est ça que je veux que vous reteniez. Et enfin, des pistes pour gagner du temps, quelques-unes des pistes que nous, on a mis en œuvre, c'est d'abord se doter d'une organisation et d'outils dédiés. Une organisation, voilà, dans le cadre du plan de relance, on augmente les ambitions du département en termes de performance énergétique. Effectivement, il faut un recrutement. Si on n'a personne dédié dans la collectivité, c'est compliqué. Alors, il y a des animateurs en énergie partagée, il y a des économes de flux. Voilà. On peut aussi se poser sur des personnes qui vont être partagées entre plusieurs collectivités, hein, pour les petites collectivités, ne pas hésiter à recourir à cette solution pour avoir quelqu'un qui va vous aider à gérer votre patrimoine d'un point de vue énergétique. Les outils adaptés, c'est une plateforme de management énergétique. Ça, je pense que c'est indispensable. Adviseo en est une. Il y en a une dizaine de performantes, je pense, sur le marché. N'hésitez pas à comparer. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Il y en a une qui doit répondre à vos besoins. Donc, prenez le temps de définir votre cahier des charges et puis de les rencontrer pour choisir celle qui va le mieux répondre à vos besoins. Se faire accompagner efficacement, beaucoup de bureaux d'études aujourd'hui proposent des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, pour faire des études de faisabilité, des études de potentiel. Ne pas hésiter à y recourir, bien sûr, ça vous fera gagner à vous du temps. J'ai noté recourir au contrat de performance énergétique
Marché global de performance, aujourd'hui, c'est 2 noms pour la même chose, pour nous, énergéticiens. C'est un marché de type conception, construction, réalisation, maintenance. Donc, un marché global qui permet de gagner du temps. Là encore, hein, c'est l'objectif, aller plus vite et d'encourager l'innovation. Donc, vous allez peut-être avoir des entreprises qui vont vous proposer des solutions techniques auxquelles vous n'auriez pas pensé, et elles vont être en mesure de les mettre en œuvre normalement plus rapidement. Vous pouvez gagner 1 ou 2 ans sur des grosses opérations de travaux pour la réalisation des travaux et l'atteinte des objectifs. Responsabiliser les exploitants. Alors, on a décidé, nous, d'intégrer une clause d'intéressement aux économies d'énergie sur notre prochain marché de maintenance, qui est en préparation là, pour que les exploitants soient aussi impliqués que nous dans la performance énergétique des bâtiments. Et ça change beaucoup parce qu'on sait que l'exploitation, ça peut être facilement 10% d'économie d'énergie sur les consommations. Et ça, c'est l'entreprise de maintenance qui est sur le terrain, qui va pouvoir ajuster les réglages, qui va y passer peut-être un petit peu plus de temps, effectivement, mais tout de suite, ça va se ressentir sur vos factures. Autre aspect, évidemment, faire bien du premier coup, hein. Aujourd'hui, il y a des financements ADEME pour les missions de commissionnement. Le commissionnement, c'est une démarche qualité qui va faire en sorte, donc vous allez avoir une personne dédiée qui va surveiller le projet depuis sa programmation jusqu'à sa mise en service pour s'assurer que le bâtiment livré corresponde bien à ce qui était prévu et qu'il atteigne les performances escomptées. Voilà, il y a des financements aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à recourir parce que quand on a une installation livrée qui fonctionne mal, ça peut prendre des années à être… les actions correctives peuvent être très longues. Et donc, on en a parlé, là, voilà, l'ADEME, le FNCCR, ne pas hésiter à s'appuyer sur toutes les ressources disponibles. Il y a des financements disponibles, beaucoup. Alors, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, ils vont vous en parler juste après. Mais il y a aussi du soutien. Je sais que notre contact à l'ADEME est toujours, il répond… nous accompagne beaucoup, faut pas hésiter à contacter les autres collectivités aussi, hein, c'est pour ça que je mets le réseau, demander aux voisins qu'est-ce qu'ils ont fait, comment, partager les bonnes pratiques, et c'est comme ça qu'on va gagner du temps et qu'on va avancer plus vite, tous. Voilà. Merci Lille. Et donc dans cette dernière partie, on va évoquer les aides financières disponibles, puisque vous le savez, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un axe fort du plan de relance, et donc il y a de nombreux financements qui sont fléchés sur ces questions. Donc, on a une enveloppe de 950 millions d'euros qui est dédiée à la rénovation énergétique du parc des collectivités, donc répartie pour 650 millions d'euros pour les communes et les EPCI et 300 millions d'euros pour les départements. Et il y a une enveloppe complémentaire de 50 millions d'euros qui est dédiée donc aux équipements sportifs structurants et qui, elle, est portée par l'Agence nationale des sports. Donc, voilà, c'est intéressant à savoir puisque on peut faire des demandes de financement directement pour ces équipements sportifs auprès de l'Agence nationale des sports. Donc, ces financements, vers qui se tourner pour aller les trouver, Élise vient d'en parler, mais bon, on a la dotation de soutien à l'investissement local, donc auprès des préfectures, qui va du coup répartir une bonne partie de ces financements. L'ADEME, qui peut vous venir en soutien sur tous vos projets. Le programme ACTE, donc, qui est porté par la FNCCR, qui propose aussi des financements, des aides donc, pour faire des audits ou des suivis énergétiques. La Banque des territoires, qui a notamment 3 programmes qui s'appellent Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain et 1000 écoles, et donc qui aussi portent des financements pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et on a l'Union européenne avec le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional. Donc voilà, il y a des financements effectivement à aller chercher un petit peu partout. Cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a d'autres financements, même au niveau local, que vous pouvez trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et un petit mot, effectivement, pour vous dire qu'on a essayé donc, de regrouper toutes ces informations pratiques autour de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales sur un site internet qui est accessible dès maintenant, donc qui s'appelle transition2050.fr et sur lequel vous allez retrouver ces différentes sources de financement, des guides pratiques, etc. On a essayé de rassembler
toutes les informations pratiques qui sont effectivement un petit peu éparpillées partout pour pouvoir vous faciliter la tâche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. Ça va, on est encore dans les temps. Mais voilà, on va passer à la conclusion. Et la conclusion, ça va être 3 conseils pragmatiques. Voilà, on en a parlé tout au long de ce webinaire. Mais le premier conseil, c'est de ne pas sous-estimer la phase de collecte et d'analyse des données, parce que c'est vraiment, ça va être les fondations de votre stratégie énergétique. Donc, prenez le temps de faire cette étape, voilà, de bien connaître votre patrimoine et puis de faire cette récupération de données énergétiques. Le deuxième point, enfin, Élise en a parlé, et c'est très important, c'est d'avoir une vision à long terme pour atteindre ces objectifs, mais une approche progressive, puisqu'on l'a vu et on le sait, la réglementation va peut-être évoluer, les financements sont des choses qui bougent sans cesse, donc il faut être capable de s'adapter à ça. On a notamment appris assez récemment dans le cadre du forum Impulsion, peut-être vous l'avez entendu aussi, mais Monsieur Philippe Pelletier, qui est président du plan bâtiment durable, a notamment annoncé que la dimension carbone entrera dans le dispositif du décret tertiaire aux côtés de la dimension énergie. Donc voilà, ça peut effectivement changer un petit peu la donne, et que le seuil des bâtiments concernés par le décret tertiaire, donc aujourd'hui ce sont les bâtiments de 1000 m² et plus, va certainement passer à 500 m², qui peut aussi changer la donne, vous, dans votre patrimoine, voilà, faire que demain, des bâtiments qui aujourd'hui ne sont pas concernés par cette réglementation, demain le seront. Donc voilà, il faut être capable de s'adapter et donc d'avoir une approche, à la fois une vision long terme, mais une approche progressive. Et enfin, le troisième point, il n'y a pas d'économie d'énergie sans un engagement de toutes les parties prenantes. Ça, on a aussi pas mal évoqué le sujet. Et donc, ça demande un vrai travail d'animation et de coordination au sein de vos organisations pour atteindre ces objectifs et pour embarquer tout le monde dans ce projet d'économie d'énergie, voilà, qui concerne effectivement tous les acteurs terrain. Voilà, je ne sais pas si Rémi ou Élise, vous voulez ajouter un petit mot de la fin. Je pense qu'on a répondu, et Xavier qui commentait les réponses, donc qui travaille chez Adviseo, a répondu à pas mal de questions aussi dans le chat. Ah oui, il y avait cette question de Marie sur la déclaration des consommations pour un bâtiment qui a subi des travaux d'extension en 2020. Je ne sais pas répondre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez plus de détails chez Adviseo sur les premières déclarations de consommation. Je crois qu'ils ont prévu sur la plateforme Opéra de mettre un volet où on peut mettre les commentaires justement sur les travaux qui ont été réalisés. Les choses comme ça. Ouais. Mais je n'ai pas plus de détails pour l'instant. Après, voilà, sur les questions voilà, assez techniques et qui concernent votre patrimoine ou un bâtiment en particulier, n'hésitez pas à nous contacter directement par email ou par téléphone. Et nous, voilà, on prendra le temps de se pencher sur ces questions qui là, voilà, même pour nous, effectivement, il faut qu'on aille vérifier tout ça, qu'on ne vous réponde pas à côté. Donc, on garde cette question sous le coude et on répondra du coup à Marie ultérieurement. Donc, l'échéance, effectivement, à laquelle les bâtiments de moins de 1000 m² seront concernés par le décret, on ne la connaît pas encore. On a juste voilà, appris que ça allait arriver, mais on ne sait effectivement pas encore quand. Et sinon, non, effectivement, la plateforme Adviseo, c'est une plateforme qui est cloud, donc qui est accessible dès que vous avez une connexion Internet, où vous soyez sur PC ou smartphone. Voilà à peu près, je regarde juste dans l'autre onglet questions-réponses. Effectivement, la présentation, le replay vous seront envoyés dès la semaine prochaine par email, donc vous recevrez tout. Et on ajoutera également ce qui a été demandé sur comment dire, la nomenclature, enfin, des bâtiments, l'exemple. Comme ça, vous aurez tout par email. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Et effectivement, Florent a donné les coordonnées d'Adviseo, mais on vous mettra également mes coordonnées. Moi, je suis toujours intéressée pour échanger avec d'autres collectivités, hein, pour échanger des bonnes pratiques. Moi, je vous ai donné aujourd'hui notre stratégie
actuelle au département de la Charente, mais si vous avez d'autres bonnes idées, surtout n'hésitez pas. Je suis preneuse. Et on peut échanger encore par téléphone, par mail, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Voilà, et c'est le moment de conclure. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'on a répondu à vos questions et que voilà, on a pu effectivement répondre à certaines de vos préoccupations. Et merci à Élise de nous avoir fait aussi le plaisir de participer avec nous ce matin et d'avoir apporté son retour d'expérience. On pense que c'est très utile effectivement de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Donc merci encore, bonne journée à tous et bon week-end en avance. Au revoir. Au revoir.